Moi, je fais partie d'un groupe d'entraide de proches de détenus local sur Saint-Étienne. Et je vais parler de la violence banale qui existe en prison. C'est-à-dire que le thème de la discussion, c'est les violences pénitentiaires. Et les violences pénitentiaires, c'est une expression qui parle de quand, en gros, un surveillant il tabasse un détenu. Ces violences pénitentiaires, elles peuvent arriver d'autant plus facilement que en prison, il y a plein de formes de violences qui sont banalisées et qui sont normalisées, c'est-à-dire qu'elles font partie du fonctionnement classique de la prison. Je ne pense pas faire un listing complet de toutes ces formes de violence parce qu'en fait, elles sont très 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 nombreuses, mais plutôt essayer de donner un aperçu de ce que ça peut être la détention. Et en utilisant des exemples qui sont rattachés principalement à ce qui se passe à la Talaudière, mais aussi au centre de détention de Roanne, parce qu'en fait, il y a beaucoup de détenus de Saint-Étienne qui sont transférés ensuite à Roanne. Déjà, pour commencer, ces choses-là, elles sont aussi possibles, parce que globalement, dans la société, on a l'idée qu'il serait normal que les détenus, et donc par extension aussi parfois leurs proches, n'aient pas accès aux mêmes droits que les autres personnes à l'extérieur. Et ça, c'est une première forme de violence. Et ça, on peut le voir à travers différentes choses. Par exemple, la manière dont la crise du Covid, elle a été gérée et elle est gérée toujours en prison et qui s'accompagne de énormément de restrictions et de punitions aussi donc en prison. C'est le cas aussi de tout ce qui touche aux conditions de détention et ça concerne une grande partie des détenus qui sont incarcérés dans des prisons qui ont des locaux délabrés, où il n'y a pas d'hygiène, où ils sont entassés les uns sur les autres. Et c'est le cas par exemple de la Talaudière, qui est une très vieille maison d'arrêt qui a été construite en 1968 et qui a été condamnée en justice parce que les conditions dans lesquelles les personnes y sont incarcérées ont été jugées dégradantes et contraires à la dignité humaine. Et c'est 2 détenus en fait qui ont porté plainte par rapport à ces conditions de détention. Et globalement, l'état de la Talaudière, c'est la première chose dont se plaignent en général les gens qui vont au parloir là-bas. Un autre exemple du fait que globalement on trouve normal que les détenus qu'ils soient pas assujettis aux mêmes droits que les autres personnes dehors, c'est que par exemple les gens qui travaillent dans les ateliers de travail en prison, ils sont pas soumis aux droits du travail. C'est quelque chose qui est en dehors de ça. Voilà. Donc en gros c'est pour dire que la prison c'est comme un monde à part, où ça paraîtrait aller de soi que les personnes qui sont incarcérées, elles puissent être traitées différemment et en fait concrètement maltraitées. Donc la violence, elle est assez banale dans l'institution de la prison et dans son fonctionnement quotidien. Pour commencer, la première des violences, c'est d'être enfermé. Mais l'enfermement, il implique aussi tout un tas d'autres choses. De devoir être enfermé dans un espace réduit, donc une cellule en général c'est 9 mètres carrés, et d'être enfermé avec une autre personne qu'on n'a pas choisie. Il y a effectivement ce qui est appelé de la surpopulation dans la majorité des maisons d'arrêt. Et par exemple, au mois de décembre, donc à la Talaudière, il y avait 384 détenus pour 273 places. Et il faut savoir que ce que eux ils appellent place, ça veut dire déjà 2 personnes entassées dans une cellule, alors que théoriquement dans le droit chacun pourrait être incarcéré individuellement, mais en fait c'est un vieux droit qui n'est jamais respecté. Et donc ce que ça veut dire concrètement, c'est que pour les personnes qui sont en maison d'arrêt, en fait il y a très peu de sorties dans la journée. Il y a 2 heures de promenade par jour. Mais il faut savoir que toutes les personnes ne sortent pas en promenade pour différentes raisons. Il y a aussi très peu d'activités et en plus, ces activités, elles concernent très peu de monde. Parfois, il y a des détenus qui ont accès à du scolaire ou à du travail, mais encore une fois, ça ne concerne pas tout le monde. Et sinon, le reste du temps, il se passe dans une promiscuité à être enfermé dans une cellule en permanence. La violence, c'est aussi celle de l'humiliation, de l'infantilisation.
du manque d'intimité que certains vivent pendant des mois, mais d'autres aussi pendant des dizaines d'années. C'est la violence d'être sous le regard de la pénitentiaire en permanence, d'avoir ces échanges de courriers, ces coups de téléphone qui peuvent être lus, entendus et censurés. Et sinon, pour pouvoir communiquer autrement, ça veut dire qu'il faut contourner le règlement en prenant un portable qui est interdit ou en échangeant des courriers qui ne passent pas par la censure. Et ça aussi, c'est interdit. Et donc, ça veut dire risquer de se faire prendre et donc d'être puni. La violence, c'est aussi de vivre dans une cellule qui est équipée d'un œilleton et où le maton, il peut regarder tes moindres faits et gestes quand ça lui chante. C'est de devoir, par exemple, utiliser les toilettes sous l'œil du codétenu. La violence, c'est aussi d'être coupé de ses proches et de devoir demander l'autorisation à un directeur de prison ou à un juge pour pouvoir continuer à se voir dans des conditions qui sont complètement pourries. Par exemple, à la Talaudière, c'est seulement 45 minutes, 2 fois par semaine, dans un box qui est tout pourri, tout sale, tout minuscule, sous l'œil d'un maton. Pour beaucoup de gens derrière des plexiglas en ce moment, et dans tous les cas avec une interdiction de contact physique. La violence, c'est aussi d'être dans une institution qui est complètement bureaucratique, où toutes les demandes qui sont faites, elles doivent être faites par écrit, et où très souvent les courriers, les requêtes et les demandes de rendez-vous se perdent, alors que déjà tout le monde n'est pas à l'aise avec l'écrit, et que donc il faut attendre pendant des semaines pour avoir une réponse à une demande qui parfois est urgente. Une autre forme de violence, c'est de se faire racketter par la pénitentiaire et les entreprises qui sont partenaires de l'administration pénitentiaire, et ça pour tout, parce que par exemple la gamelle qui est servie pour manger, elle est dégueulasse, et donc beaucoup de gens y cantinent pour pouvoir manger par ailleurs, mais la cantine elle est surtaxée. La cabine téléphonique aussi, elle est hors de prix. Et pour s'en sortir, en fait, il faut que les proches ils envoient de l'argent chaque mois. Sur cet argent qui est envoyé, l'administration pénitentiaire, elle en prend une partie. Et donc déjà, évidemment, à l'extérieur, tout le monde ne peut pas se permettre d'envoyer de l'argent à son proche qui est incarcéré. Mais en plus de ça, régulièrement à la Talaudière, il y a des gens qui ont des problèmes parce qu'en fait, ils envoient des virements et les virements sont refusés pour des motifs X et Y par le service de comptabilité. Donc ça veut dire que même quand des gens ont la possibilité d'envoyer de l'argent, des fois c'est bloqué par l'administration. D'autres formes de violence, c'est des moqueries, du tutoiement, du chantage, des manigances mesquines de la part de surveillants. Par exemple, laisser un détenu taper à la porte ou appeler pendant des dizaines de fois sans venir le voir, l'oublier au moment d'aller aux activités ou à l'école, et tout un tas d'autres crasses en fait. Et pour ça, je vais donner 2 exemples qui concernent la Talaudière. En fait, à la Talaudière, pour prendre un rendez-vous au parloir, il faut appeler une surveillante qui s'occupe de réserver en fait les rendez-vous. Et déjà, il y a un horaire très limité pour appeler, donc c'est une galère. En général, il faut appeler des dizaines et des dizaines de fois avant que la personne elle décroche. Et en fait, c'est arrivé très souvent que des gens appellent, réservent un rendez-vous. Donc en général, quand on a notre parloir, ça veut dire qu'on s'est organisé en fait pour pouvoir avoir ce moment. Et donc c'est quelque chose qu'on ne fait pas à la légère. Et donc c'est arrivé vraiment à plusieurs reprises que les personnes arrivent devant la porte et là les matons ils laissent pas rentrer la personne en disant vous n'êtes pas noté sur le planning, vous n'avez pas de parloir, alors que la personne en fait elle a réservé son rendez-vous et elle sait qu'elle dit pas des conneries et qu'aussi elle a bien rendez-vous, mais en fait si le maton il veut pas la laisser rentrer, il la laissera pas rentrer dans tous les cas. Et ce que ça implique donc, c'est qu'en fait la personne elle a fait parfois pas mal de distance, parfois elle a pris un jour de congé, ou en fait c'est toute une organisation et ça elle l'a fait pour rien. Et en plus le maton derrière il va même pas forcément prévenir le détenu de ce qui s'est passé, donc ça fait que le détenu il peut se dire que soit la personne qui venait le voir elle a eu un accident, soit qu'elle veut plus le voir, et c'est pas forcément toujours possible de communiquer en fait ensuite pour expliquer ce qui s'est passé. Donc ça a l'air d'être un truc à la con, mais en fait ça fait aussi partie des violences qui peuvent faire péter les plombs.
Un autre exemple de petites choses mesquines en fait qui peuvent être faites, c'est que à la Talaudière, donc les douches elles sont collectives et donc c'est les matons qui vont chercher les détenus à certains moments parce que on n'a pas le droit d'aller à la douche tous les jours. En tout cas, c'est pas le cas de la majorité des détenus. Et en fait, il y a un surveillant qui s'est fait surnommer pas de douche là-bas. Parce que en fait, celui-là, souvent, quand il arrive à la porte, si le détenu il n'est pas nickel pile poil devant la porte tout près, ou si ce jour-là, monsieur le surveillant il est mal luné, il lui claque la porte au nez et il l'emmène pas à la douche. Et c'est tellement récurrent qu'en fait les détenus ils l'appellent pas de douche. Ensuite, d'autres formes de violence, c'est par exemple d'être complètement infantilisé par une administration qui, en fait, demande aux détenus d'être autonomes. Mais en fait, ça, c'est dans un environnement qui laisse pas la possibilité d'être autonome. Et ça passe beaucoup par tout ce qui touche aux relations à l'extérieur et à la préparation à la sortie, où il y a un service qui s'appelle le SPIP et qui est une sorte de service social de la prison. Et eux, ils jouent un rôle prépondérant là-dedans. Mais en fait, dans beaucoup de cas, ils font rien du tout de ce qu'ils seraient supposés faire dans la théorie. Et en plus de ne rien faire, parfois ce qu'ils font, c'est que carrément, ils mettent des bâtons dans les roues des détenus et de leurs proches qui, constatant qu'ils font rien, essayent de faire des choses par eux-mêmes pour que les choses elles avancent un peu. Et en fait, ces gens-là, le rôle principal qu'ils ont, c'est un rôle de contrôle. Et un exemple que je pourrais donner là-dessus, c'est à un moment donné un SPIP qui convoque un détenu parce qu'il doit passer très bientôt dans une commission. Et que pour ça, la SPIP elle a besoin de papier de manière super urgente. Donc elle lui dit, il faut que vous nous fassiez parvenir tel papier. Et donc le détenu, vu que c'est super urgent et que lui, il espère que suite à cette commission, il va pouvoir sortir un peu plus tôt, il appelle sa femme avec son portable en lui disant, là c'est très urgent, en fait il faudrait que tu envoies par mail au SPIP tel papier. Et en fait, la SPIP, super vite, elle a le papier et elle trouve ça bizarre en fait de l'avoir eu tellement rapidement. Et donc, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va voir les surveillants et elle leur dit « Est-ce que tel détenu, il a appelé à la cabine sa femme ?» Et donc là, le surveillant, il dit « Bah non ». Et donc, elle le dénonce en fait en disant « Eh ben, il a un portable parce qu'il a fait passer telle information ». Et un autre exemple, c'est en fait par rapport à un détenu qui est incarcéré à Roanne et qui est handicapé. Et lui, en fait, il reçoit des allocations de la MDPH en lien avec son handicap, parce qu'en général, quand on est en prison, on n'a plus droit à aucune allocation. Et ça, c'est un des très rares trucs que c'est encore possible de percevoir. Et en fait, cette SPIP, alors qu'elle fait rien pour toutes les demandes que lui, il a sur des aménagements, etc., etc. Mais elle, par contre, le truc qu'elle a trouvé bien à faire, c'est se dire, bah tiens, son dossier de la MDPH, je vais contacter la MDPH et je vais demander à ce qu'il soit transféré de tel département à tel département parce que je pense que c'est mieux. Et donc elle a fait ça, sauf que déjà elle n'avait pas à le faire parce que ça correspondait pas du tout à sa situation. Et en plus, en fait, le dossier il s'est perdu en cours de route. Et donc ça fait que depuis 3 mois, et ben lui il a plus ses prestations parce que en fait son dossier il est perdu et que sa situation elle est plus à jour. Et la SPIP évidemment elle fait rien par rapport à ça parce qu'en vrai elle s'en fout. Et donc maintenant ses proches sont en train de se démener, essayer de rétablir la situation. Et sauf que c'est une grosse galère. Globalement en fait en prison le système c'est souvent un système de un bâton et une carotte. C'est-à-dire que le bâton, c'est qu'il y a toujours le risque que sa peine, elle se rallonge, donc sur les histoires de peine interne, comme vous parliez tout à l'heure. Et aussi, la carotte, c'est l'espoir de sortir avant. Mais tout ça, en fait, c'est dépendant du bon vouloir d'un juge et de l'appréciation de ces fameuses SPIP. En fait, c'est conditionné par de nombreux rapports qui sont faits par tous les différents intervenants de la prison, qui sont dans tous les cas toujours en train d'observer le comportement des détenus. En fait, le détenu dont je parlais tout à l'heure, qui est handicapé,
Lui, en fait, le juge d'aménagement des peines lui a laissé sous-entendre qu'il pourrait avoir un aménagement. Et donc, pour ça, en fait, il fallait qu'il ait un appartement adapté pour sa sortie. Donc, évidemment, c'est pas la SPIP qui allait s'en occuper. Ses proches, en fait, qui s'est débrouillé pour trouver un appartement comme ça et pour le payer depuis des mois. Et finalement, aujourd'hui, on leur dit qu'il ne va pas passer en commission pour avoir un aménagement de peine parce que pour ça, il faut passer devant un expert psychiatre qui fait un rapport. Et que, en fait, à Roanne, il n'y a pas assez d'experts psychiatres, donc les délais sont longs. Donc finalement, il ne va pas passer en commission. Et puis surtout, s'ils leur ont fait espérer ce truc-là, pour eux, c'est pas grave. Une autre forme de violence, c'est l'humiliation qu'il peut avoir dans les fouilles à nu. Donc en fait, les fouilles à nu, c'est quelque chose qui est un peu particulier parce que c'est super humiliant à vivre. Et donc, légalement, entre guillemets, c'est quelque chose qui devrait être motivé et pas fait comme ça n'importe comment. Sauf que le truc, il est un peu bancal et... l'année dernière, la Talaudière, elle a été pointée du doigt dans un rapport à ce sujet-là, en disant que là-bas, les fouilles à nu, elles ont lieu de manière systématique et répétée pour un très grand nombre de détenus. Et ça, c'est quelque chose qui peut entraîner de la violence au moment des fouilles et du déshabillage qui peut être forcé. Et que l'année dernière, il y a au moins 2 détenus qui ont porté plainte contre des surveillants, donc à la Talo, parce que au moment de ces fouilles à nu, ils ont subi des violences et des tabassages. Et évidemment, on peut supposer que si on entend le fait que 2 détenus ils ont porté plainte contre des surveillants pour des violences, c'est qu'en réalité, des moments de violence lors de fouilles à nu, il y en a eu beaucoup plus. Parce que c'est pas tous les détenus qui vont décider de porter plainte, c'est pas toutes les plaintes qui aboutissent, et c'est pas toutes les plaintes qui aboutissent qui sont connues des différents organismes et de la presse. Ensuite, globalement, il y a aussi de la violence dans beaucoup de situations où des détenus ils se sentent acculés et où, en fait, quand ils essayent de se faire entendre par l'administration pour que ces situations dans lesquelles ils sont, elles cessent, en fait, il ne se passe rien. Et donc, au bout d'un moment, ça amène à des actes extrêmes comme de l'automutilation ou comme mettre le feu à sa cellule au risque de sa vie. Et par exemple, l'année dernière, il y a une vidéo qui a circulé où on voit clairement 2 cellules du mitard de la Talaudière qui sont complètement en feu. En fait, il y a des flammes qui sortent de ces cellules. Et donc, c'est quand même un truc qui est super inquiétant. Et on n'a réussi à avoir aucune information de qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y ait ça, qu'est-ce qui s'est passé après, est-ce que les détenus qui étaient dans les cellules, ils ont été blessés, etc. Et même dans la presse, etc., personne n'en a parlé. D'autres formes de violence aussi, c'est des violences qui peuvent être faites contre les surveillants. Et ça, par contre, la presse, elle en parle beaucoup. Mais par contre, ce qu'elle dit pas, c'est que ces violences-là, des fois, c'est des violences qui ont été faites par des détenus et qui sont des réponses à des violences que les surveillants ils ont fait sur eux. Des fois, c'est des trucs de rien du tout et les surveillants, ils en font tout un pataquès. Et des fois, c'est des trucs plus sérieux et que dans tous les cas, en fait, les détenus ils sont toujours très lourdement condamnés par la justice pour ça, ce qui rallonge leur peine et ce qui est pour les surveillants l'occasion de se prendre un petit billet au passage en demandant des indemnités à la justice qui en général va dans leur sens. Mais pourquoi en fait, c'est quoi qui génère tout ça? Ça par contre on n'en parle jamais.
Il y a d'autres formes de violence, c'est par exemple le fait que beaucoup de détenus ils sont transférés ou qui sont incarcérés loin de leurs proches. Par exemple à Saint-Étienne, il y a des proches qui ont quelqu'un de leur famille qui est incarcéré à des centaines de kilomètres de chez eux, et inversement il y a des gens qui sont super loin et qui ont un proche incarcéré à Saint-Étienne. Et tout ça, ça implique beaucoup de choses, notamment le fait que être présent, ça devient beaucoup plus compliqué, ça devient beaucoup plus coûteux, et ça fait que ça isole plus les détenus, que ça abîme le soutien qu'ils peuvent avoir et aussi les liens qu'ils peuvent avoir avec leurs proches. Après, il y a donc des violences dans le manque d'accès aux soins, ça on en a parlé un peu tout à l'heure. En fait, les surveillants, ils font systématiquement filtre quand un détenu il va demander à voir un médecin. Et par exemple, à la Talaudière, on a entendu parler plusieurs fois de détenus, par exemple, qui ont été blessés lors de bagarres qu'il y a eu en cours de promenade, et qu'en fait, quand ils remontent en cellule, ils disent aux surveillants qu'ils veulent être emmenés à l'hôpital ou voir un médecin, mais en urgence. Et c'est arrivé vraiment plusieurs fois que le surveillant il rigole en fait en disant t'attendras, et puis qu'il remette le détenu dans sa cellule, et que pendant ce temps-là la personne elle reste par exemple avec un bras cassé en attente jusqu'au lendemain avant de pouvoir être soignée. Des fois aussi les problèmes d'accès aux soins, ça peut être parce qu'il y a un problème avec un médecin en particulier. Et donc pour ça je vais donner l'exemple de Jean-Christophe Merlet. Donc j'en ai parlé tout à l'heure, c'est le détenu qui est à Roanne et qui est handicapé. Donc en fait, lui, il subit la vengeance de l'administration pénitentiaire depuis plusieurs années. Déjà d'une part parce qu'il a dit qu'il avait assisté au meurtre d'un détenu par des surveillants. Donc ça, il l'a dit clairement. Et après, lui-même, suite à ça, il a été tabassé par des surveillants, et suite à ça, il est en fauteuil roulant. Donc en fait, c'est déjà pour cette raison-là qu'il est handicapé. Lui, à un moment donné, il était incarcéré à Nantes, et donc il était en fauteuil roulant, et à ce moment-là, la direction, ils lui ont dit qu'il aurait accès à une cellule adaptée pour les fauteuils roulants seulement si son comportement il était conforme à ce qu'eux ils attendaient de lui, et que tant qu'il ne ferait pas comme ils avaient envie, il resterait dans une cellule où il ne pouvait pas utiliser son fauteuil, et où il ne pouvait pas sortir de la cellule, où il ne pouvait rien faire. Voilà un premier truc. Et après, lui, il a été transféré à Roanne. Et ça a continué en fait les problèmes avec le médical quand il était à Roanne, parce que le médecin qui était référent de lui, c'est un médecin qui s'appelle le docteur Buxom. Et en fait, ce médecin, il a refusé pendant des mois et des mois et des mois de le voir en consultation, de lui permettre d'avoir des rendez-vous avec des spécialistes alors que son état rendait ça nécessaire, de lui donner son traitement, etc. Et en fait, ses proches ont dû se battre et faire tout un tas de démarches en contactant un certain nombre d'organismes, etc., pour arriver à ce qu'il change de médecin. Mais en fait, c'était une vraie galère d'arriver à ce truc-là pour espérer tomber sur quelqu'un qui soit moins pourri que ce docteur-là et qui puisse être soigné, entre guillemets, normalement. Pour finir avec un exemple sur Saint-Étienne, en fait, il y a une femme qui avait son frère qui était très gravement malade et qui était incarcérée à la maison d'arrêt de la Talaudière, et qui, elle, s'est aussi pas mal bougée. Elle a fait notamment un rassemblement devant la Talaudière et un autre devant le tribunal l'année dernière pour demander à ce que son frère il ait accès à des soins corrects, parce qu'il était vraiment extrêmement malade et qu'il n'était pas soigné. Après, encore un autre truc que je voudrais dire, c'est que il y a beaucoup de violences qui se passent au mitard. Donc le mitard, c'est une cellule punitive qui est une des punitions qui sont utilisées en prison. En tout cas, à la Talaudière, il y a plusieurs détenus qui se sont fait bien tabasser avant et qui se sont retrouvés au mitard ou tabassés au mitard, et qui ont témoigné de ça. Et vu que en décembre, on a fait une discussion où on a passé une interview, etc. Donc, je voulais pas le refaire là pour pas refaire le même truc. Mais en tout cas, si ça vous intéresse, ces infos-là, elles sont disponibles sur le blog Info Prison sur Saint-Étienne. Pour finir, on peut dire que globalement, c'est une violence d'être soumis à un règlement qui très souvent est arbitraire, et où des fois, juste le fait de vouloir faire respecter ce qui est censé être ses droits, ça peut entraîner toute une cascade de problèmes.
et que c'est assez souvent des détenus qui sont récalcitrants et qui ne se soumettent pas à l'administration pénitentiaire, qui peuvent en conséquence de ça subir des violences. Voilà, je pourrais encore en raconter des tonnes, mais je vais m'arrêter là.